Reprendre une entreprise, c'est un sacré défi. On hérite non seulement d'un business, mais aussi et surtout d'une équipe qui a déjà son histoire, ses habitudes, sa culture. Alors, la grande question c'est, comment on fait pour réussir cette transition? Eh bien, il existe une méthode, une sorte de feuille de route pour naviguer dans ce qui est un défi autant humain que stratégique. Allez, on regarde ça de plus près. Et pour commencer, tenez-vous bien, parce que ce chiffre, il fait réfléchir. Plus de la moitié des échecs après une reprise sont directement liés à des problèmes de management. Ce n'est donc pas juste un petit détail, c'est le sujet central. On voit bien que la réussite financière, la stratégie, tout ça dépend d'abord de la réussite humaine. Mais alors d'où vient le problème exactement? C'est une question de stratégie mal ficelée, de finances? C'est le marché qui est trop dur? Et non. La réponse, bien souvent, c'est ça, les tensions humaines. C'est ce décalage entre le super plan sur le papier et la réalité du terrain, avec ses frictions, ses peurs, c'est ça qui peut tout faire dérailler. Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ce processus en 5 étapes. Pensez-y comme une approche structurée pour transformer ce qui ressemble à une montagne en une transition bien menée. On attaque avec la première étape, l'exercice d'équilibre. Et le mot est bien choisi. Il ne s'agit pas juste de prendre un nouveau job, non. C'est bien plus complexe. On reprend un management qui existe déjà, avec ses codes, sa culture et même ses leaders qui ne sont pas forcément ceux de l'organigramme. Et là, paf, 3 défis se présentent immédiatement. Primo, il faut gagner la confiance d'une équipe qui pour l'instant ne sait pas qui est ce nouveau chef. Deuxio, il faut décoder les dynamiques internes, tout ce qui ne se voit pas. Et tertio, il faut trouver le bon tempo pour le changement, ni trop vite pour ne pas faire peur, ni trop lentement pour ne pas paraître inactif. Et ça nous amène tout droit à la deuxième étape qui est à mon avis la plus sous-estimée de toutes, observer avant d'agir. L'idée c'est que pendant les 30 premiers jours, on range son costume de manager pour enfiler celui de l'anthropologue. Et croyez-moi, ce n'est pas du temps de perdu, c'est un investissement absolument stratégique. Cette mission d'observation, elle a 3 objectifs très clairs. D'abord, décoder la culture de la boîte. Ensuite, identifier les forces vives, les talents, les piliers de l'équipe. Et enfin, cartographier les dynamiques de pouvoir, les vrais circuits d'influence, ceux qui ne figurent sur aucun papier officiel. D'accord, mais on observe quoi, concrètement? On cherche à comprendre les vraies valeurs, pas celles affichées sur le mur. On regarde les habitudes du quotidien, les petits rituels qui soudent le groupe comme la pause café du matin. Et surtout, on repère ce qui fonctionne déjà super bien et qu'il faudra à tout prix préserver. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. L'outil le plus puissant reste l'entretien individuel. C'est le moment d'écouter, de poser les questions ouvertes et de commencer à distinguer les différents profils. Qui sont les piliers sur qui on pourra s'appuyer? Qui sont les moteurs qui vont aider à porter le changement et qui sont les opposants qu'il faudra gérer avec finesse. Tout ça, ça nous mène à un concept clé, l'organisation informelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est tout simplement le réseau invisible de relations, d'alliances et d'influenceurs qui fait vraiment tourner la boutique au quotidien. Comprendre cette carte cachée, c'est juste indispensable pour ne pas prendre de décision à l'aveugle. Bon, la phase d'observation est terminée. Maintenant, on passe à l'action. 3e phase, gagner la confiance. Et là, il y a une règle d'or à comprendre. La légitimité, ça ne se décrète pas avec un titre sur une carte de visite. Non, ça se construit, jour après jour, sur le terrain. Cette citation, elle résume absolument tout. L'autorité, la vraie, elle ne vient pas de la position dans la hiérarchie. Elle vient de la cohérence, de l'exemplarité, du comportement au quotidien. C'est la posture qui inspire le respect, pas le statut. C'est donc un équilibre super délicat à trouver. Il s'agit d'être accessible, à l'écoute, sans pour autant devenir le copain de tout le monde, et en même temps d'être ferme sur les objectifs et le cap, sans paraître froid ou distant. Tout est vraiment dans la nuance. Alors, comment on fait pour construire cette crédibilité concrètement? Eh bien, en étant présent, visible sur le terrain, en valorisant publiquement ce qui est bien fait, en clarifiant les rôles pour qu'il n'y ait qu'un seul capitaine à bord, et surtout, le plus important, en s'assurant que chaque parole est suivie d'actes. La cohérence, c'est la monnaie de la confiance. Ok, les fondations de la confiance sont posées. Maintenant, on peut passer à la 4e étape, piloter le changement. L'enjeu ici, c'est de donner une direction claire, d'instaurer un rythme de communication régulier et, par-dessus tout, de donner du sens à l'effort qu'on va demander. La clé, pour présenter la nouvelle vision, c'est de l'inscrire dans la continuité. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « on rase tout et on recommence ». Non, il faut montrer qu'on ouvre un nouveau chapitre de la même histoire. C'est beaucoup plus rassurant et mobilisateur qu'une annonce de rupture brutale. La communication, pour être efficace, a besoin d'un rythme, d'une régularité. Par exemple, des points chaque semaine avec les managers, un retour d'infos chaque mois avec tout le monde, et un petit rituel simple, mais très puissant, célébrer les succès du mois. C'est ça qui crée une dynamique positive et qui montre que les efforts paient. Et là, on touche à une règle d'or du management. Il faut toujours, mais alors toujours, expliquer le pourquoi avant d'expliquer le comment.
Quand une équipe comprend le sens d'une décision, le but, le bénéfice qu'elle peut en tirer, eh bien, l'adhésion vient beaucoup plus naturellement. On termine avec la dernière section, et c'est peut-être la plus importante, les erreurs à ne surtout pas commettre. Ce sont les 3 pièges classiques qui peuvent anéantir en un instant tous les efforts qu'on vient de décrire et détruire la confiance. Première erreur fatale, vouloir aller trop vite. Débarquer et imposer une réorganisation à toute vitesse sans avoir pris le temps de comprendre, ça envoie un message terrible. Le message que l'on ne respecte ni l'histoire ni les gens. Ça crée de la défiance et en général, ça fait fuir les meilleurs. Deuxième piège, le silence du dirigeant, le silence radio. Dans une période d'incertitude, le silence n'est jamais une bonne chose. Il crée un vide, et ce vide, il est immédiatement rempli par les rumeurs et l'anxiété. Mieux vaut une communication imparfaite mais régulière qu'un silence assourdissant. Enfin, la 3e erreur, c'est de sous-estimer la charge émotionnelle de tout ça. Un changement de direction, c'est une source d'inquiétude, parfois de tristesse ou de méfiance pour beaucoup de gens. Ignorer ces émotions, c'est ignorer l'humain. Il faut au contraire les reconnaître, les écouter et les accompagner. Finalement, si on doit résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. Le but du jeu, ce n'est pas d'imposer sa vision à une équipe, c'est de construire l'avenir avec l'équipe qui est déjà là. La vraie question, ce n'est pas comment diriger une équipe, mais bien comment diriger avec elle.